Alors, merci à tous d'être là. Écoutez, je vais essayer de faire moins d'enjeux techniques que la conférence d'avant, mais je vous garantis qu'il va en avoir. Alors merci d'être là. Qui, l'année passée, est venu voir mon talk sur la fraude? Ah, on a quelques-uns. Excellent. Alors, aujourd'hui, je fais un peu un follow-up là-dessus. Je vais quand même parler un peu des scénarios de fraude. Je vais essayer de ne pas vous endormir là-dessus, mais principalement, le but ici, c'est de présenter quels sont les 5 plus gros enjeux qui vont nous amener au futur avec une recrudescence de la fraude. Et on va commencer avec ça tout de suite. Alors, ceux qui ont vu mon talk l'année passée, vont reconnaître ce slide-là, qui est un passage obligé en mathématiques. Non, non, sensiblement, c'est une équation de risque. Il y a plusieurs façons de représenter le risque. Ça, c'est celle que j'utilise. Puis comme c'est moi qui suis sur le stage, c'est moi qui décide laquelle je prends, right? Donc, ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est qu'il y a un gros disconnect entre ce qu'on utilisait dans le monde des technologies et les menaces qui étaient représentées du côté des domaines d'affaires. Alors évidemment, si on ne se fait pas comprendre par le domaine d'affaires, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas de bébelles, puis on a plus de menaces, puis c'est un cycle qui tourne. Alors, sensiblement, les menaces d'affaires, une équation standard, représenter une menace d'affaires représentée par une vulnérabilité d'affaires, qui pourrait être un processus ou une personne, généralement, elle va nous donner un risque d'affaires. Sauf que du côté du IT ou de la technologie ou whatever, comment ils appellent ça dans votre entreprise, la menace TI, elle, et la menace d'affaires, c'est jamais vraiment un match un pour un. Certains diront que la technologie, c'est un risque opérationnel, puis que ça se rattache à travers différentes opérations. Mais si je vais voir mon VP affaires, puis j'essaie de lui expliquer que les accès non autorisés peuvent coûter de l'argent, il va dire, on fait ça depuis toujours, pourquoi ça m'est jamais arrivé? Alors, on se rend compte que plus souvent qu'autrement, quand on parle d'accès non autorisé, ici menace TI, on va vraiment parler d'une vulnérabilité d'affaires. Alors, le lien qui manque ici, c'est vraiment la menace d'affaires. C'est sensiblement cette analyse-là qui m'a rendu à m'intéresser aux menaces de fraude. Je faisais une analyse sur un système de rapport à un moment, rapport financier, et en postant à travers différents forums, les gens m'ont référé au syllabus de fraude, qui est une encyclopédie hallucinante sur la fraude. Alors, ici le matériel, ça sent mieux que je pensais, mais ici le matériel de l'Association des examinateurs en fraude certifiée, spécifiquement adressant la fraude occupationnelle. Occupationnelle, là, je sais qu'il y a plein de sortes de fraudes, là, mais la fraude occupationnelle dont je parle aujourd'hui, c'est celle qui est exécutée par ou exercée par les employés, ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Alors, en haut, principalement, on retrouve trois grands scénarios, qui est la corruption, et évidemment le vol de biens et d'informations et des enjeux qui touchent spécifiquement les états financiers. On pourrait dire qu'au cours des 10 dernières années, les plus gros cas de fraude, ceux qui ont été les plus significatifs, touchent vraiment le côté des rapports financiers, la surévaluation, la sous-évaluation de la valeur d'une entreprise de façon à la vendre, etc., souvent exercée par les conseils d'administration. J'ai un beau top 10 de ça, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, on parlait de fraude occupationnelle, nos trois grandes catégories. Lors d'une analyse, à chaque 2 ans, en fait, il y a une étude qui sort sur les statistiques. Bon, la dernière, c'était 2014. Ils ont pris 1500 cas de fraude et ils ont étudié à l'intérieur la représentation, les pourcentages. Ceux qui ont vu mon talk l'année passée, c'est les mêmes chiffres, mais rapidement, je vais passer dedans. Très peu de cas répertoriés sur les enjeux d'état financier. Énormément au niveau de vol de biens ou de matériel, évidemment. Mais si on regarde les chiffres de pertes moyennes, on se rend compte que clairement, les états financiers ont une perte médiane d'1 million de dollars. Et quand même pas quand même assez significatif au niveau des biens et de la corruption. Au niveau de la corruption, on se rend compte que ce qu'on trouve comme scénario, là, on va retrouver des enjeux de conflit d'intérêts, du trafic au niveau de l'obtention de contrats. On va trouver aussi bribery, les kickbacks. C'est difficile à dire. Je pense que ça se dit en français, un kickback. Ouais.
et ainsi que tous les scénarios là, associés aux ventes. Et très populaire dans les médias cette année au niveau de la corruption, particulièrement du côté de la construction. Et qui travaille ici dans le domaine de la construction? Pas moi. Ah, ben on a un, c'est pas pire. Ils t'ont laissé sortir. Au niveau des états financiers, là aussi, on retrouve beaucoup des enjeux vraiment là, de surévaluation, de sous-évaluation. Il y a beaucoup de scénarios là-dedans qui viennent de décisions prises en haut de l'entreprise, là, à la tête de l'entreprise. Malgré tout, on va retrouver aussi souvent des enjeux au niveau bon, c'est au niveau des enjeux comptables, par exemple la dévaluation des biens dans combien de temps, etc. Mais les plus significatifs scénarios de fraude récents touchent vraiment au niveau des actions en bourse, la surévaluation, la sous-évaluation. Il y a plusieurs organismes aussi au Canada puis au Québec qui surveillent juste ça spécifiquement. L'AMF étant celui qui me vient en tête. Maintenant, dans 80% ou à peu près, je pense que c'est à peu près ça les chiffres des cas, ou 70% des cas, on se retrouve avec évidemment les cas de fraude qui touchent l'argent. Évidemment, c'est ce que le monde essaie de voler, hein, c'est plus facile. Et les biens. Alors, du côté des biens, on retrouve souvent le vol au niveau de l'inventaire, mais il y a beaucoup de scénarios qui touchent faire disparaître l'inventaire en falsifiant, par exemple, des ventes. Dans le retail, c'est très populaire. N'importe qui travaille dans le retail va savoir que l'inventaire est toujours plus important dans les systèmes d'information que sur le terrain. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a du matériel qui se fait voler, mais il y a aussi du matériel qui se font voler par les employés, ce qui tombe dans la catégorie de fraude occupationnelle. Du côté de l'argent, bon, ben, ceux qui ont travaillé dans les POS ou travaillé avec des caisses enregistreuses savent très bien que la surévaluation ou quand vous allez au restaurant et qu'on vous donne pas votre facture, on tombe un peu là-dedans aussi. Alors, l'argent qui rentre pas dans les livres, l'argent qui sort des livres, etc. Maintenant, ça tourne pas mal autour des scénarios. Oui, ben, il reste la dernière catégorie au niveau de l'argent qui sort. On a parlé un peu de l'argent qui rentrait. Je ne veux pas m'étendre trop dans les scénarios, mais dans l'argent qui sort aussi, il y en a plusieurs d'intéressants. Alors, là où sort l'argent, c'est une belle façon d'intercepter, on s'entend. Alors, du man in the middle, là, c'est ça. Alors, si on regarde au niveau des statistiques, le payroll est assez important. Au niveau des comptes de dépenses, je pense que mon formatage, en tout cas, les comptes de dépenses, NT, il va après. Désolé, c'est en anglais, j'ai pas pris le temps de le traduire. Et extraordinairement, puis j'ai de la misère à me comprendre encore pourquoi, les chèques sont encore un problème. Il dit, je comprends pas pourquoi les chèques servent encore dans notre société, mais les chèques sont particulièrement problématiques. Alors, les faux chèques, les chèques modifiés, etc. Plusieurs d'entre nous ici travaillons dans des institutions bancaires. On a des applications qui nous permettent de prendre des photos de chèques pour les déposer. Alors, on s'entend qu'ici, on devrait avoir, avec les années, quelques petits enjeux. Mais ne faites pas ça à la maison. Ceci, c'est pour les professionnels. Ceux qui ont vu mon talk l'année passée, j'ai parlé spécifiquement des employés fantômes. Alors, qui ici a un fantôme? Personne? Ah, dommage. J'aurais aimé ça. Moi, j'en ai un. Je me suis créé un fantôme. Malheureusement, ceux qui ont vu le talk de l'année passée, l'employé fantôme, c'est un scénario très simple. C'est un employé qui est sur le payroll, qui n'existe pas. Alors, il y a 3 façons de le faire mettre sur le payroll, il y a différentes façons de faire sa feuille de temps, puis il y a différentes façons de le faire se payer. Moi, dans mon cas, mon fantôme, c'est un bénévole. Donc, j'ai presque rien fait d'illégal, malgré que j'ai un fantôme. Alors, d'où mon chandail de Ghostbuster. Et même chose avec les... En tout cas, je pourrais pour vous parler longtemps de ça, mais c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Tous ces scénarios-là sont des scénarios qui existaient il y a 10 ans. On n'a rien inventé. Ces scénarios-là sont juste en train de se transformer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et non, je ne dirais pas cyber. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, tous ces scénarios-là vont se transformer, mais essentiellement, c'est la même menace. Les compagnies coquilles ou comment tu appelles ça, les appels d'offres modifiés, c'est exactement les mêmes menaces.
c'est simplement qu'ils ont été transformés à travers différents médias. Ils sont communiqués à travers différents médias et ils se retrouvent à être exercés par différentes personnes avec différentes compétences techniques, mais c'est exactement les mêmes menaces. Alors, je fais... le temps va vite, hein? Excellent. Donc, numéro 5. Je vous ai promis un top 5. On va faire un top 5. Donc, le numéro 5. Je reviens au départ. La meilleure façon d'être responsable d'une perte significative, c'est quoi? Numéro 5. La gestion des incidents. Plus vous attendez, ou plus ça prend de temps avant de découvrir un scénario de fraude, et ça s'applique aussi à la sécurité numérique en tant l'exfiltration de données, etc. Plus longtemps vous êtes soumis à la menace, plus long c'est. Dans ce cas-ci, c'est hein? Okay? Ça fait 5 ans que quelqu'un est en train de vider mes comptes. J'imagine qu'il va être parti avec plus d'argent que si ça fait 6 mois, right? Mais, nonobstant ça, ce qu'on se rend compte, qui est particulièrement intéressant, c'est que, indépendamment des types de scénarios, la moyenne par scénario est à peu près la même. Alors, si on regarde au niveau des chèques ou on regarde au niveau des scénarios de payroll, mon employé fantôme de tantôt tombe dans payroll, les états financiers, c'est tous des scénarios qui sont très assis à son bureau. Alors, ceux-là, ils n'ont pas trop de manipulation, bien, ont un temps de détection beaucoup plus long, presque 2 fois, par rapport à ceux qui sont très manipulation d'argent. Alors, le skimming ou l'injection ou le skimming, c'est... excusez-moi. Le skimming, c'est... j'arrive pour payer un petit peu comme le lapping, mais on injecte des transactions à l'intérieur, puis tranquillement, on retire de l'argent tranquillement. Au niveau du vol d'argent, on se rend compte que tout ce qui est manipulation, qui demande un peu plus de transformation, ont tendance à se faire détecter plus vite. Fait que ça, c'est mon numéro 5. Si vous avez à investir quelque part, la gestion des incidents, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais j'ai juste 20 minutes. Numéro 4. Et ça fait, c'est pas 7, là, mais c'est 4. Comment détecter qu'on est soumis à un cas de fraude? Si vous attendez que la police vous appelle, là, vous allez avoir des sérieux problèmes. Statistiquement, la perte médiane quand la police appelle, et vous êtes au-dessus du $1 million US déjà. Alors, il y a beaucoup de façons, des programmes à mettre en place pour assurer la détection, mais clairement, fiez-vous pas aux aides extérieures pour vous dire que quelqu'un est en train de vous frauder, parce que la majorité des PME que je connais seraient déjà fermées. Et malheureusement, ces PME-là n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires à pouvoir détecter la fraude, mais essentiellement, attendez pas que la police vous appelle. On a quelques, évidemment, entités externes, réglementaires, etc. pour les plus grosses institutions. Il y a beaucoup de collaboration inter-institutions. Par exemple, dans le domaine bancaire, il y a des conseils qui se réunissent de façon régulière pour échanger de l'intelligence de menace, mais sérieusement, attendez pas que la police vous appelle. 3. Ghostbusters. La culture organisationnelle. Ça, il faut que je fasse attention parce que je pourrais en parler longtemps, là, mais à partir du moment où les orientations de l'entreprise et les décisions qui sont prises par les gestionnaires du milieu, là, et là, je ne fais pas référence au Seigneur des Anneaux, là, mais il y a souvent, puis je vais être poli, là, il y a souvent un sérieux disconnect. Et on peut noter facilement quelques cas que je me retiens de citer, parce que des prises de décision au niveau de la façon dont on adresse les objectifs, de la façon dont on se rend, OK, je vais le dire, Volkswagen. Je peux pas croire qu'une société qui a une valeur, qui a un plan de marketing, qui a développé sa culture comme étant un trésor national, a fait en sorte qu'un ingénieur dans un laboratoire obscur ou dans le creux quelque part se fasse donner un objectif de tricher sur un test de pollution. J'ai énormément de misère. Mais c'est exactement là où, si on regarde la chaîne, et j'ai pas fait l'étude du cas Volkswagen, mais ça sent mauvais, là. Et lorsqu'on voit les commandes et les objectifs et les orientations, les stratégies d'affaires descendre à travers la hiérarchie, souvent, tout le monde va se donner son objectif.
j'ai mon bout de terrain, je veux protéger mon petit bout de château, j'ai mes responsabilités, j'en veux plus, etc. Dans la culture organisationnelle a toujours été un problème au niveau de la fraude parce que, justement, tout le monde veut défendre son petit château. Et si on vous donne des objectifs, référez-vous aux objectifs globaux de l'entreprise. S'il n'y a pas de liaison entre les deux, là, vous rentrez dans une zone dangereuse. Et là, évidemment, aujourd'hui, je ne parlerai pas d'éthique. Je savais, il ne fallait pas que je parle de Volkswagen. Maintenant, numéro 2. Ah ouais, excusez, Verilog. Je me suis mis à faire du FPGA, c'est super cool, mais en tout cas, ce sera pour l'année prochaine. Numéro 2. Je vous présente ma fille. C'est cute, hein? Ça, à 4 ans, elle faisait des magazines. C'est de toute beauté. Et l'histoire d'Océane est particulièrement intéressante parce que l'année après ces photos-là, je me suis acheté un lockpick parce que je m'en venais au Hackfest pour participer au concours réalité d'entreprise et je voulais pas être poche. Puis je voulais au moins faire quelques points. Fait que je me suis mis à pratiquer le lockpick. Maintenant, comme ma fille veut faire comme papa, qu'est-ce que vous pensez qu'une fille de 4 ans, super cute, avec un lockpick dans les mains, ça fait? Ça ouvre des cadenas, hein? Alors, elle était tellement fière à son premier, là, puis papa était tellement fier aussi. Anyway, j'ai eu des serrures à changer à la maison. Parce que tout d'un coup, je venais de changer un paradigme sur la sécurité à la maison. Et ça m'a amené à m'interroger. Et c'est une conférence que j'ai faite aussi, je l'ai faite à Halifax cet automne, ce printemps, pardon, sur la perception du risque. Comment ça se fait que la serrure là, que j'avais avant et la serrure que j'avais après avait toujours 121 200 combinaisons possibles, était toujours pareil, qui aurait résisté à la même charge, mais tout d'un coup, ma maison était plus en sécurité. Alors, ça m'a interrogé beaucoup. Et la perception du risque fait en sorte que la façon dont on communique nos menaces est particulièrement importante. Alors, quelqu'un qui est souvent soumis à une menace va avoir tendance à l'accepter un peu plus. Et de la même façon, ou si j'ai volontairement choisi de me pitcher d'un avion avec un parachute, pour moi, ça va être beaucoup plus acceptable que ma femme qui n'a pas choisi. Ou non, mais c'est vrai. Puis plus on est mis en contact avec ces menaces-là, à un moment donné, ils finissent par plus rien dire. On parle de vol d'identité. Écoute, le vol d'identité, on entend aux nouvelles tous les jours. Puis là, je ne veux pas rentrer dans l'influence des médias sur la perception du risque, mais on l'a vu ce matin avec Radio-Canada. C'est un petit peu intéressant la façon qu'ils perçoivent ça. Anyway, de la façon, plus on est mis en contact avec un risque, plus il nous devient acceptable, puis à un certain point, on va l'accepter, puis ça ne nous fera plus rien. Puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la perception du risque par la sécurité publique, parce qu'ils ont eu à un certain moment à construire des usines, à construire des industries voulaient s'installer, etc. Fait qu'ils se sont dit, on va installer une usine de produits chimiques dans votre quartier. Comment on peut vous faire accepter ça? Alors, il y a beaucoup d'études sur la psychologie du risque qui sont tirées de là, qui sont intéressantes, que je vous intéresse à aller voir. Mais effectivement, lorsqu'on communique nos risques, on a tendance à utiliser des trucs que les gens connaissent. Et en utilisant ces analogies-là, en utilisant ces analogies, on a tendance à se référer à des choses qui vont avoir moins d'impact. Moi, je regarde dans le domaine de l'assurance, Anthem, ce qui s'est fait voler la base de tout, à peu près les 3/4 des Américains. Données personnelles, données médicales. Écoute, tu peux construire un profil sur à peu près n'importe qui. On s'attend à que on sait un petit peu pourquoi les Chinois auraient voulu ces données-là, mais essentiellement, on se dit c'est totalement aberrant. Ils disent là, on fait quoi? Ils disent just get over it. Ils ont l'information. Alors, tu commences à faire de l'argent avec ton information personnelle. De toute façon, ils l'ont déjà. Mets-toi à la vendre, ça va être plus. Anyway, j'ai encore drifté, je suis désolé. Numéro 1, on arrive proche de la fin. Oh, ça va être un petit cours. Au niveau du numéro 1, j'ai choisi personnellement le futur. J'ai choisi d'investir. Alors, je vous présente Hackfest Génération, qui est le programme sur notre track jeunesse pour le Hackfest, qui va commencer en janvier. J'ai choisi quoi? J'ai choisi de faire une pub. On s'entend. Mais au niveau 1, une des raisons
principal, puis selon moi, qui va faire en sorte qu'un jour, nous serons responsables, parce que de la perte d'argent dans nos entreprises, c'est de ne pas investir sur le futur. Et comme on disait ce matin, il y a un an, là, jamais personne n'aurait pensé, bon, à l'exception d'1% des gens ici, qu'il était possible d'arrêter un véhicule sur l'autoroute. On savait tous qu'un jour, ça serait bad, mais à un an d'avis, je crois pas qu'on aurait arrivé là. C'est comme la voiture volante. Hein? C'était après 2000, là, on devait tout voler dans les autos. T'imagines aujourd'hui la voiture volante en plus. Ah, qui se fait hacker. Ah. Anyway. Ce qui fait en sorte qu'au niveau du futur, on ne pourra pas prévoir ce qui s'en vient. On ne peut pas dire le scénario de fraude X, il va avoir l'air de ça dans 10 ans, puisque la transformation, on s'en rend compte, là, la transformation est tellement rapide. La seule chose qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut, où on peut investir, c'est dans le conditionnement des comportements. Lorsque quelqu'un va se rendre compte qu'effectivement, il y a une anomalie, que le système X ne réagit pas de la bonne façon, on doit conditionner la façon dont les gens répondent, ce qui me ramène à mon gestion de l'incident un peu plus tôt. Alors, ma contribution très personnelle va dans Hackfest Génération, où on va commencer à entraîner la relève de demain. Alors, on cherche des bénévoles. Si vous avez des cours que vous voulez enseigner ou des trucs ou des CTF que vous voulez monter, on va chercher des bénévoles éventuellement. Alors, je vous encourage fortement à vous investir là-dedans ou dans autre chose, essentiellement, qui aidera à former la génération du futur. Il y a plein de programmes pour nos ados et pour nos jeunes. Alors, c'est ça. Alors, j'ai le temps pour prendre quelques questions. OK, j'ai le temps pour d'autres questions. Je vais même prendre des insultes. Non? Ah, oui. Oui, d'accord. Moi, je travaille dans le domaine bancaire. Mon nom est Marc-André Bélanger. Je travaille dans le domaine bancaire. Je suis un gestionnaire de risque dans le cadre d'une division d'assurance d'une grosse banque verte, mais je la nommerai pas. Puis c'est une banque, c'est pas une caisse, OK? Anyway. Oui, c'est ça. Puis de mon côté, en fait, background, j'ai travaillé aussi dans le retail beaucoup. C'est là où j'ai fait mes classes en fraude. Investiguer des directeurs de magasins qui faisaient déneiger leur maison, c'était passionnant. Avec le même contrat et quelques cas de financiers, de lapping, etc. Et beaucoup de bénévolat. Travaille beaucoup sur le programme de jeunesse aussi. Et c'est ça en gros. C'est pas mal mon background. D'autres questions? C'est tout. Alors, je vous remercie. Passez une bonne journée.